Aussi, dans le cadre de la participation directe des citoyens à la gouvernance sécuritaire, il a été mis en place des comités locaux et provinciaux de sécurité. Ce processus a déjà permis l'élaboration pour la ville de Kinshasa des plans locaux de sécurité dans les communes de Kisenso, Matete, Bumbu, Lingwala, Ngaba, alors que ceux des communes de Makala, Kimbanseke, Njili, Selembao et Asina sont en cours d'élaboration. Il en sera de même pour les autres villes de la République. Une expérience inspirante a été mise en œuvre à Kanyamakasese, où les Kuluna ont été transformés en bâtisseurs. Au lieu de les considérer uniquement comme des criminels, le gouvernement a choisi d'engager ces jeunes dans des projets de développement communautaire. En les intégrant dans des initiatives constructives, nous avons non seulement réduit la criminalité, mais également redonné un sens à leur vie en leur offrant des opportunités de travail et de réinsertion sociale. Toutefois, l'État restera intraitable face à ceux qui tourneront le dos aux opportunités de réinsertion sociale offertes. Face à eux, la loi s'appliquera dans toute sa rigueur. Justement, puisqu'il s'agit du banditisme urbain, c'est une opération qui fait déjà parler d'elle. L'opération Dobo a mis hors d'état de nuire près de 800 bandits urbains appelés Kuluna. Dès son lancement, les vice-premiers ministres, ministres de l'Intérieur et les ministres de médias porte-parole du gouvernement étaient devant la presse pour en parler. Jacques Kaboba. Alors, vous avez posé la question sur le rapport d'Amnesty International. Bon, d'abord, le rapport qui est fait concerne de faits qui se sont déroulés il y a au moins une année. Et c'est des faits pour lesquels, je pense que nous avons eu l'occasion de revenir dessus. Le prédécesseur du vice-premier ministre ici, le vice-premier ministre de l'époque, Peter Kazadi, et le vice-premier ministre de la Défense de l'époque, Jean-Pierre Bemba, se sont rendus au Nord Kivu, à Goma. Il y a eu évidemment une enquête qui a été faite à leur niveau, et il y a eu une enquête qui a été faite au niveau de l'auditorat. Il y a eu des sentences. Aujourd'hui, on ne saura peut-être pas aller dans le détail parce que l'affaire est encore pendante. Il y a les travaux en appel qui doivent se faire, en tout cas dès que la justice l'aura décidé. Il y a eu de condamnés. Alors, a quand même cité des la question, lorsque Amnesty International fait son rapport, la question c'est de se dire d'abord ici, ce que nous, on n'a pas attendu Amnesty International, qui vient une année après la commission des faits. Il y a eu un procès en flagrance. Il y a eu 2 membres du gouvernement qui ont été dépêchés sur place et qui ont donné des réponses sur base des pièces qui leur ont été communiquées. Moi, encore une fois, on ne peut pas aller dans le fond du dossier, mais il aurait été souhaitable pour Amnesty International, à travers ses experts, que si eux disposent des preuves impliquant par exemple ou démontrant la responsabilité du général Ndima, ils peuvent le transmettre, des pièces, parce que les pièces qu'ils évoquent, il faut peut-être qu'on se réfère à notre justice, parce que nous considérons comme gouvernement que sur cette question, il y a une réponse qui a été donnée de manière flagrante. Les responsabilités ont été établies, des condamnations ont été faites. Il y a un procès en appel qui est attendu. Je pense que nous devons nous en tenir à ça. Parce que la démarche derrière Amnesty International, je présume, n'est pas différente de la nôtre, parce que nous voulons que justice soit dite. Et cette justice a commencé déjà à être dite en attendant que le procès soit totalement bouclé. Et donc si Amnesty estime qu'ils ont des éléments nouveaux permettant d'établir la culpabilité des uns des autres, parce que la justice congolaise, lorsqu'elle a agi sur le sujet, elle n'agissait pas au visage des uns et des autres. Elle agissait en fonction des faits qui étaient établis. Et je pense que cette précision doit être de mise, parce que parfois, il ne faudrait pas donner l'impression que nous-mêmes, on ne sait pas rendre justice lorsqu'il y a
des problèmes. Et lorsque nous, on a rendu justice, on doit venir nous dire que la justice n'a pas été bien rendue parce que pour certains, pour eux, il fallait absolument que tel ou tel autre puisse être arrêté. 9 projets de loi de ratification et un autre modifiant la loi sur la conservation de la nature, déclarés recevables à la Chambre basse du Parlement, et bien d'autres précisions sur la dernière plénière avec Anim Balaka sur ces images de Patrick Badibanga. Dans l'optique de rendre plus applicable la loi relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit en vigueur, jugée très rigoureuse pour les investisseurs, l'élu de Lukunga, Olivier Kassanda Katwala, a porté devant la plénière la proposition de loi modifiant la loi numéro 22-069 du 27 décembre 2022 régissant l'activité et le contrôle des établissements de crédit, communément appelé loi bancaire. Deuxième matière abordée au cours de cette plénière, c'est le projet de loi portant conservation de la nature, modifiant et complétant celle de 2014 portée par la ministre d'État en charge de l'environnement et développement durable, F. Bazaïba. Ce projet de loi a pour objectif majeur celui de permettre de concilier avec brio les besoins d'oxygène aux besoins du pain en préservant sa biodiversité tout en créant des aires protégées communautaires. Ce projet de loi a été adopté par la plénière. Avec l'imposition à chaque banque d'avoir 4 actionnaires, s'il n'y a rien qui est fait dans le sens d'une procédure législative ou d'une mesure du gouvernement pour clarifier les choses des banques en cours des amendes et sanctions qui peuvent plomber leurs activités. Les élus nationaux ont poursuivi avec l'examen de 2 projets de loi de ratification portés par le ministre des Hydrocarbures. Après avoir brièvement donné l'économie de ces 2 projets de loi, le ministre des Hydrocarbures, Aimé Molendo Sakombi, a rassuré les élus sur leur crainte d'une exploitation frauduleuse de la part des partenaires. En dernier ressort, la plénière a examiné le rapport de la commission mixte Relations extérieures et ECOFIN sur 7 projets de loi de ratification avant d'être adoptés par les députés nationaux. Et au Sénat, il a été question d'examiner et adopter les rapports synthèse nationale des vacances parlementaires présentés par la commission ad hoc. Janine Kalenga et Gilles Ompiana pour le compte rendu. Les sénateurs ont examiné et adopté le rapport de la commission spéciale chargée de l'élaboration de la synthèse nationale des rapports des vacances parlementaires pour la période allant du 13 août au 14 septembre 2024 au cours de la plénière présidée par le speaker de la Chambre haute du Parlement, Jean-Michel Samalukonde Kyenge. Conformément à l'article 104, alinéa 2 de la Constitution et selon les prescrits du règlement intérieur de la Chambre des sages du Parlement, chaque sénateur a l'obligation de séjourner au moins pendant 1 mois dans sa circonscription électorale en vue de s'enquérir des préoccupations de la population lors des vacances parlementaires et au terme des dites vacances, il rédige et dépose au bureau de son groupe provincial un rapport touchant à la vie politique, sécuritaire, économique, sociale et culturelle de sa circonscription électorale et en propose des solutions. Ainsi, le groupe provincial recueille l'ensemble des rapports de ses membres dont il rédige un condensé à soumettre au bureau du Sénat. Signalons que le rapport examiné et adopté ce jour au Sénat concerne 24 provinces, car 2 des 26 provinces de la République démocratique du Congo attendent encore les élections législatives nationales et provinciales devant conduire au vote de leurs sénateurs. Dans sa présentation, l'honorable rapporteur adjoint Bayende Tafeiliko Jean-Claude a insisté sur le fait que ce rapport contient des amendements, des résolutions identiques communes ainsi que de recommandations. Où en est-on avec les travaux de modernisation de l'aéroport de Kavumu dans le sud Kivu? L'élu de Mwenga, Trésor Moutiki, s'est informé auprès du vice-premier ministre, ministre des Transports et Voies de Communication, Jean-Pierre Bemba. Images et commentaires. Avec le vice-premier ministre, ministre des Transports et Voies de Communication, Jean-Pierre Bemba Gombo, l'élu de Mwenga a voulu en savoir un peu plus sur l'exécution des travaux de réhabilitation de l'aéroport de Kavumu dans la ville de Bukavu, province du Sud Kivu. Plus de 5 millions de dollars américains ont été déjà débloqués. Après sa question écrite au ministre de tutelle, l'élu de Mwenga s'est montré rassurant.
Au cours de cette entrevue avec le député national Trésor Moutiki, ce dernier a soulevé la question des autres aéroports de la province, notamment celui de Lugushia, dans la chefferie de Wamuzimu, dont les exploitants miniers chinois risquent de faire disparaître. Vous vous souviendrez avec moi que c'est depuis le 11 avril que l'État congolais avait décaissé plus de 5 millions de dollars pour la réhabilitation de l'aéroport de Kavumu. Mais jusque-là, aucun signal n'est fait. Ce sont que des promesses. Sur le terrain, on voit que des maquettes et des maquettes. Raison pour laquelle je suis venu voir le VPM et lui en parler. Il m'a rassuré qu'il est derrière les dossiers, il suit les dossiers. Et j'ai profité aussi de parler de l'aéroport de Kavumu, de Kamituga, chez moi. J'ai essayé de parler de l'aéroport de Nyamibungu, j'ai essayé de parler de l'aéroport de Lugushia. Parce qu'à Lugushia, il y a des exploitants, des sociétés chinoises qui commencent même à exploiter leurs minéraux dans l'aéroport, qui commencent à détruire l'aéroport. On essaie de parler de tous ces points-là. Mais il m'a promis son accompagnement et je crois qu'on va travailler ensemble. Tout ira très bien. La suite des dossiers reste déterminant, un dossier qui est suivi de près par l'élu de Mwenga. Les sédentarismes, le tabac, l'alcool et l'absence d'activité physique peuvent être des éléments déclencheurs de maladies cardiovasculaires. Alors, cette question pour la RDC, où en est-on avec la prise en charge? Le Congrès international sur la cardiologie est revenu largement sur cette question. Jean-Pierre Ndolo Demazou. Le cathétérisme cardiaque, une méthode de prise en charge des pathologies cardiaques qui permet de réaliser différents examens et contrôler le bon fonctionnement du cœur, et constitue une avancée technologique aujourd'hui disponible en République démocratique du Congo, contribuant dans une large mesure à combattre les maladies cardiovasculaires identifiées comme première cause de décès dans le monde. HJ Hospital a mis en place un plateau technique imposant avec un laboratoire de cathétérisme cardiaque, le premier au pays, avec des cardiologues interventionnels. C'est pour résoudre ce problème et aussi c'est pour éviter le transfert inutile de certains malades qui vont à l'étranger pour gaspiller beaucoup d'argent, alors que HJ a trouvé une solution sur place. Le Congrès international de la cardiologie tenu à Kinshasa du 7 au 9 décembre dernier a donné l'occasion aux spécialistes d'exposer sur différents aspects des maladies cardiovasculaires, le cas notamment des infarctus du myocarde atypiques. Les infarctus du myocarde atypiques qui se présentent comme le nom l'indique avec une présentation qui est totalement typique, emphasée sur les petits détails au niveau de l'histoire de la maladie, au niveau des plaintes du patient, mais qui peuvent nous aider à comprendre que nous sommes en présence d'un infarctus du myocarde atypique. Les maladies cardiovasculaires évoluent souvent de manière insidieuse. Le dépistage est vivement recommandé pour venir à bout de ce fléau qui n'épargne pas la population congolaise. Les ressources générées par les mines au profit de l'électrification des entités territoriales décentralisées, eh bien, l'idée fait son chemin. Un atelier sur la matérialisation de ces projets a été organisé ici à Kinshasa, atelier clôturé par la ministre déléguée de la coopération internationale et francophonie, Bestine Kazadi. Suivait. L'atelier portait sur l'électrification des entités territoriales décentralisées dans le cadre de l'utilisation des revenus de la redevance minière pour soutenir l'électrification locale. Organisé par Ressources Mater, cet atelier a permis aux participants de mettre en synergie les efforts des différents ministères et partenaires pour aligner les revenus miniers avec l'électrification des communautés locales. Parmi les acteurs clés se trouvent le ministère du Développement rural, le ministère de l'Intérieur et Sécurité, le ministère de la Coopération internationale et d'autres partenaires techniques et financiers. La ministre de la Coopération internationale et francophonie, Bestine Kazadi, qui a clôturé cette rencontre, a rappelé la vision du chef de l'État, celle d'une croissance économique durable centrée sur les communautés locales avec un projet d'électrification de 145 territoires. À l'ouverture de cet atelier, j'avais affirmé la vision du chef de l'État, son Excellence M. Félix Tshisekedi Tshilombo, incarné par le gouvernement et dirigé par son Excellence Mme Judith Suminwa, de promouvoir la croissance économique et durable à partir de nos communautés locales
matérialisée au travers du projet de développement local des 145 territoires, intégrant des projets d'électrification rurale. La ministre déléguée en charge de la coopération internationale et francophonie, Bestine Kazadi, a également rencontré sur place plusieurs représentants des entités territoriales décentralisées. Ensemble, ils ont évalué l'efficacité des interventions des partenaires extérieurs dans les circonscriptions concernées. Ouvert par la Première ministre, les travaux du Forum régional des pays de la CEAC sur l'enseignement et la formation technique et professionnelle a fermé ses portes. Les conclusions dans ses commentaires. Ouvert le mardi 10 décembre 2024, après 3 jours de travaux, le Forum régional de pays de la CEAC sur l'enseignement technique et la formation professionnelle s'est clôturé le jeudi 12 décembre 2024. Lors de la cérémonie présidée par le ministre de la formation professionnelle, Maître Marc Kila, il a avant toute fait la restitution de la foire de la formation professionnelle organisée à Kinshasa du 24 au 26 octobre 2024. Au nombre de ces recommandations, l'on peut citer mettre en place un fonds national spécial destiné au financement du secteur afin d'accompagner durablement la politique de pays de la région axée sur le développement dans le domaine de l'enseignement technique et formation professionnelle. Organisé par l'UNESCO en collaboration avec le ministère de la formation professionnelle, sous le haut patronage de la première ministre Judith Suminwa Tuluka. Ces concertations axées sur le thème « Les FTP face aux défis de l'employabilité de jeunes en Afrique centrale ». Quelques perspectives pour la réalisation de l'objectif durable de développement 8 avait pour objectif principal de développer une stratégie régionale pour le développement en Afrique centrale en vue d'améliorer la transmission des compétences employabilité, le programme pour répondre aux demandes de transition numérique et verte, ainsi que la mobilité de jeunes au sein des États membres de la CEAC. Et cette fête, pas comme les autres, vous n'avez jamais entendu certainement parler, la fête des mangeurs de cuivre. Un moment qui met en relief les cuivres de la République démocratique du Congo. Eh bien, c'est une activité organisée par la GECAMINE, on en parle dans ses commentaires. Suivez. La vocation minière de la Générale des Carrières et des Mines a été célébrée à Lubumbashi le jeudi 12 décembre 2024 à l'occasion des manifestations relatives à la fête des mangeurs de cuivre, un moment de réjouissance historique au sein du personnel de la Générale des Carrières et des Mines, célébrant ainsi les valeurs professionnelles et productives du cuivre, l'une des matières économiques de première importance pour l'essor de la République démocratique du Congo. À ce propos, la caravane fanfarisée a agrémenté les différents sièges de la GECAMINE dans la ville de Lubumbashi. Et là, sous la conduite du président des mangeurs de cuivre 2024, John Chichi, éveiller la conscience du cuivre dans les milieux scolaires, des écoles et des instituts d'enseignement de la Générale des Carrières et des Mines, depuis la formation technique Kitendo à Mani jusqu'à l'Institut Mahadini, où les élèves se sont rappelés l'importance des mangeurs de cuivre œuvrant dans les hôpitaux, dans les usines, dans les minoteries, dans les différents services de la Générale de Carrières et des Mines. La 4e édition des Citizen Forum aux Émirats Arabes Unis, eh bien, l'autorité des régulations de la sous-traitance de la RDC par les truchements de son directeur général, Miguel Katem Kachal, a présenté au monde des affaires présents les opportunités d'investissement en RDC. Images et commentaires. Future of Wealth, pour dire le futur de la richesse, est le thème choisi pour la 4e édition de ce salon d'affaires international qui a réuni plusieurs communautés, notamment celle de la Ligue arabe, de la Chine, de l'Europe, des États-Unis d'Amérique et de l'Afrique, en particulier du Libéria, ainsi que de la République démocratique du Congo. Et tête de la partie, le directeur général de l'autorité des régulations de la sous-traitance dans le secteur privé. Miguel Kachal, un des panélistes de premier rang, a dans son intervention dévoilé toutes les potentialités du pays de Tshisekedi
plus particulièrement les opportunités d'affaires disponibles dans la chaîne de valeur congolaise. L'instant d'après, le cheikh Saoud bin Sakhar al-Qassimi a offert son hospitalité à la délégation RD congolaise composée du DG Miguel et quelques entrepreneurs. Très intéressé par la chaîne de valeur congolaise, le souverain de Ras Al Khaimah va suggérer quelques rencontres en B2B entre les responsables de grandes sociétés arabes et les entrepreneurs congolais qui, du reste, ont pu nouer des relations de collaboration pour des éventuels partenariats gagnant-gagnant en ce qui concerne notamment les activités de la sous-traitance. À noter que ces assises se sont clôturées sur une note d'admirable scène artistique aussi fantastique. Comment sortir de l'engrenage de la corruption et détournement des deniers publics au sein des entreprises du portefeuille? Eh bien, les états généraux du portefeuille lancés il y a peu par les chefs de l'État et ses cadres de réflexion pour dégager des pistes de solutions. Edith Chala revient sur les travaux en panel. Au 4e jour des états généraux du portefeuille, le panel 5 sur la relance des entreprises du portefeuille de l'État s'est consacré à l'examen des moyens de relancer les entreprises publiques pour booster l'emploi et la production nationale. Des stratégies de financement et d'innovation technologique ont été scrutées. Les directeurs généraux des entreprises publiques, les membres du gouvernement sont passés pour parler des défis et des opportunités. Sous l'impulsion de son Excellence Madame la Première ministre et l'engagement de son Excellence Monsieur le ministre du portefeuille, GECAMIN a entamé sa relance. Ce projet, je l'appelle GECAMIN Renaissance. On a épinglé la présence souvent excessive de l'État dans la gestion quotidienne de l'entreprise publique et le mauvais fonctionnement des conseils d'administration, le choix de dirigeants qui ne tiennent pas compte nécessairement des critères de compétence, de probité et de sens de responsabilité ainsi que d'expérience en matière de gestion, et des pratiques managériales non orientées vers des résultats mesurables. Le panel 6 sur le contrôle des gestions, lutte contre la spoliation, la corruption et le détournement a planché sur la transparence, l'efficacité et la confiance citoyenne sans être exhaustif. Une journée décisive qui a connu la participation de plusieurs membres du gouvernement et du deuxième vice-président du Sénat. Le coût est pratiquement à la portée de toutes les bourses. Eh bien, les raccordements sociaux au service de la Régie des eaux coûtent désormais $50 seulement. L'objectif affiché est d'élargir non seulement les réseaux, mais aussi augmenter tout naturellement le taux de desserte dans la capitale. Serge Merlin-Mata. C'est désormais officiel. Après la tenue à Kinshasa du dialogue social de proximité entre les autorités de la Régie des OSA et les abonnés de cette même entreprise du portefeuille de l'État, ça y est, c'est parti pour cette fois. C'est toute l'étendue de la ville de Kinshasa avec l'opération spéciale 50 000 branchements sociaux de desserte en eau potable à un tarif social de l'ordre des $50 américains par abonné. Pour cette campagne, financée par la Banque mondiale et le gouvernement de la République, dans le cadre du projet Kinelenda, les messages est clair. Pas une parcelle sans le robinet et l'eau de la Régie des OSA. Pour un nouveau raccordement, il y a une application qui est disponible via le site web de la Régie des eaux, www.régiedesaux.cd. Cliquez sur branchements sociaux et vous avez accès à notre plateforme d'application pour les nouveaux branchements sociaux. Vous pouvez payer soit à la banque, soit en ligne. Et aussitôt que vous avez payé, nos équipes viendront chez vous à la maison pour vous donner ce nouveau raccordement. David Chilumba Mutombo a également expliqué les autres volets de cette opération spéciale qui se déroulera pendant près d'une année, à savoir les recensements des abonnés de la Régie des eaux et la récupération des points de vente inactifs sur l'ensemble de la ville de Kinshasa. De bonnes élections, l'assertion dépend beaucoup plus de bonnes infrastructures. Eh bien, le président de la CENI, Denis Kadimba, a procédé à l'inauguration du centre Bossolo de Kingabwa. C'est un commentaire de Jean-Pierre Ndolo Demazou. Après avoir coupé le ruban symbolique, signe de la relance des activités de ce centre, Denis Kadima Kazadi s'est félicité au cours de son intervention de l'évolution du processus électoral en cours avant de se réjouir des commodités qu'offre ce lieu en vue d'améliorer la gouvernance électorale. Ce centre est une preuve tangible de la volonté de la CENI d'améliorer constamment
sa manière de servir l'électorat congolais. Le centre électoral Bossolo est donc la concrétisation de notre promesse de transparence électorale. Soulignons une exigence légale commandant la publication des résultats bureau de vote par bureau de vote. Le centre électoral Bossolo, ce jour, vise à informer les électeurs en temps réel, à réduire l'anxiété et la tension, mais aussi à dissiper tout soupçon ou malentendu à l'occasion de la publication des résultats électoraux. Le président de la CENI a également renchéri, non sans avoir appelé chacun à se repenser et à jouer sa partition pour l'amélioration du processus. Auparavant, Sylvie Birembano Baloumé, questeur adjoint en charge de la logistique, a présenté quelques particularités liées à certaines spécificités logistiques de cet espace d'une capacité maximale de 5000 places assises érigées avec une structure métallique mesurant 500 mètres de long et 30 de large, s'étendant sur 1500 mètres carrés. Et dans le même chapitre, disait tout à l'heure, la bataille s'annonce âpre et rude pour les législatives à Masimanimba dans le Kwilu. Eh bien, une bataille un peu loin des caméras et parmi les candidats, la candidate Yelo Moulop mobilise également les foules. Yolande Voka. Surnommée affectueusement Maman Lumière pour ses actions salvatrices, notamment l'installation de lampadaires dans presque tous les coins et recoins du territoire de Masimanimba. La candidate numéro 297 à la députation nationale propose un programme ambitieux. Ce programme met l'accent sur le développement socio-économique de la région avec des promesses d'investissement dans les infrastructures de base, l'amélioration de l'accès à l'éducation ainsi que la promotion des droits de femmes et de jeunes. Malgré son engagement et son dynamisme, Chantal Yelo Moulop doit faire face à une concurrence acharnée dans une région où les opinions politiques sont très diversifiées. Sa capacité à mobiliser ses partisans et à fédérer autour de son projet sera déterminante pour remporter cette élection cruciale. Chantal Yelo Moulop incarne l'espoir d'un changement durable pour Masimanimba. Sa candidature porte les aspirations d'une population en quête d'un leadership visionnaire et d'amélioration tangible dans leur quotidien. Le verdict des urnes tombera le 15 décembre, une date qui pourrait marquer un tournant décisif pour cette région. J'en parlais tout à l'heure dans le titre, vers la modernisation du port de Kalundu dans le sud Kivu pour faciliter l'intégration régionale. Eh bien, les études détaillées menées par l'entreprise Chipas Betek ont été présentées par le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku. Eric Abamba pour plus de détails. Les travaux de réhabilitation du port de Kalundu dans la province du Sud Kivu vont d'ici peu commencer. Le feu vert vient d'être donné au terme de ces assises pour la modernisation de ces ports, qui est le deuxième, le plus important au niveau national, après celui de Matadi. Les études techniques détaillées menées par le groupe Tipsa Betek, validées au cours de cet atelier de 2 jours, ont été restituées au ministre du Commerce extérieur. Pour Julien Paluku Kaongia, le projet de facilitation du commerce et intégration dans la région de Grand Lac, dirigé par Thierry Kayembe, n'a pas droit à l'erreur pour assurer la bonne exécution de ces projets financés par la Banque mondiale. Un port à vocation nationale et internationale dont le pays a besoin pour booster la circulation fluide des marchandises et des personnes, qui est une nécessité vitale dans le cadre de l'intégration régionale et de la diversification économique, qui se trouve être parmi les axes prioritaires du mandat du président de la République. Je suis convaincu que nous sommes sur la bonne occasion pour remettre le port de Kalundu en très bon état. Ces ports a aussi vocation internationale car il ouvre l'est de la RDC aux pays voisins, notamment avec le Burundi, la Tanzanie et la Zambie. Sa réhabilitation permettra de faciliter la circulation fluide des marchandises et de personnes dans le cadre de la diversification économique au sein de la sous-région du Grand Lac. Et on termine avec ces projets communs portés par 2 capitales les plus rapprochées au monde, Kinshasa et Brazzaville. Imaginez la CAN de football partagée entre les stades Massamba Deba, les complexes de Kintele, les stades des Martyrs et les stades Tata Raphaël. Eh bien, l'idée fait rêver. Mais on en parle déjà dans le milieu de sportifs de 2 Congos.
Les ministres des Sports de la République démocratique du Congo donnent plus de détails sur l'organisation de cette CAN qui restera historique une fois matérialisée. Suivez. Je suis venu pour voir mon homologue du Congo-Brazzaville. Question de pouvoir voir, parce que nous sommes dans une réflexion. Comme la République démocratique du Congo, nous sommes réellement déterminés à pouvoir organiser la CAN 2029, à porter notre candidature. Nous avons réfléchi, nous pensons que le pays frère, c'est le Congo-Brazzaville. Les deux capitales les plus rapprochées, c'est le Brazzaville et Kinshasa. Donc nous avons pensé pourquoi ne pas organiser cette CAN 2029 ensemble. Parce que nous savons qu'en 2027, il y a l'Ouganda, le Kenya et la Tanzanie qui le font ensemble. Alors pourquoi nous, on ne va pas le faire? Et la nouvelle a été bien accueillie parce qu'avant de venir ici, j'ai eu à m'entretenir avec le chef de l'État de la République démocratique du Congo, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui m'a donné son accord.